Peu avant la diffusion de cet épisode, nous avons appris le décès de Christophe Durand, Poufsouffle, Potterhead et Quid Kids passionné. Cette émission, qu'il aurait tant aimé écouter, lui est dédiée. Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Marjolaine. Aujourd'hui, l'Académie des sorciers prend son courage à deux mains et sort de la bibliothèque pour aller voir ce qui se passe sur le terrain de Quidditch. Le sport préféré des sorciers a passionné Harry, mais pas que. La création de Rowling s'inspire de l'histoire culturelle du sport en Grande-Bretagne et l'on retrouve son sport favori, le rugby à 15, entre les lignes. Mais les balais volants et la touche de fantaisie n'ont pas empêché les moldus de trouver dans ce sport une inspiration parfaite à s'approprier pour créer une discipline unique, le Muggle Quidditch. Donc, pour parler de l'histoire du Quidditch et de ses adaptations modernes, on a deux invités dans cet épisode. On a Pantalémon. Bonsoir. Et un Gizmo. revenant. Bonsoir. Oui, pardon, Gizmo, j'ai recouvert pour dire que Pantalémon, tu commences à être un habitué d'Aspic. C'est ça, vous avez déjà entendu sur l'épisode 2 et l'épisode 10. Je sais pas, est-ce qu'il y a besoin de te représenter? Peut-être que ici je vais devoir me représenter dans un autre contexte. Vas-y, présente-toi dans le contexte Quidditch. Dans le contexte Quidditch. Alors, donc j'ai joué au Muggle Quidditch. J'ai été impliqué dans la fondation de deux équipes de Quidditch, dont une équipe nationale, l'équipe nationale belge. J'ai aussi été impliqué comme directeur international de l'arbitrage du Quidditch pour mettre en place donc, les règles et les certifications des arbitres à l'international. Et Gizmo, du coup? Mais du coup, j'ai aussi joué au Quidditch, au Muggle Quidditch. J'ai été donc capitaine et président d'un club belge. Donc j'ai géré tous les aspects administratifs d'un club en plus de mes postes de joueur. Et du coup, comme c'est ta première, ta première fois dans l'émission, est-ce que tu peux nous dire ta maison quand même, parce qu'on tient les scores? Évidemment, Poufsouffle, c'est la seule qui existe un peu. Donc voilà, pas besoin d'en dire plus. Et j'en profite, j'allais dire, pour me représenter, mais à moitié, parce que pendant cet épisode, je vais prendre une nouvelle casquette, qui est celle de l'anthropologue du sport, puisque je me souviens plus si je l'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes, mais je suis actuellement en train de faire une thèse en anthropologie sur le rugby. Et donc, ça va être un petit peu réutilisé dans dans cet épisode pour faire des petits parallèles entre histoire du sport, anthropologie du sport, et puis surtout le parallèle entre Quidditch et rugby, puisque vous n'êtes pas sans savoir que J.K. Rowling a un petit faible pour ce sport aussi. En tout cas, elle a beaucoup communiqué dessus à une époque. Et d'ailleurs, cet épisode, il me semble qu'il va sortir en plein pendant le tournoi Destination. Donc, donc on est... Si ça, c'est pas de la com. Donc voilà, et on sait que Rowling va être à nouveau supporter le 15 du Chardon, l'équipe d'Écosse. Et moi, je reste fidèle au 15 de France, bien sûr. On y croit. Mais oui, en tout cas, on va tenter aujourd'hui d'à la fois peut-être faire découvrir un peu le Muggle Quidditch à ceux qui en ont qu'une idée partielle. Et puis quand même, puisqu'on est dans l'Académie des sorciers, d'aborder le sport comme un sujet sérieux et qui peut être un sujet académique. Donc, Tout le monde y croit. Ouais. Mais oui! Ah non, mais là, tout le monde se demande, mais est-ce qu'ils vont vraiment faire ça? Ah, ils vont parler sérieusement de Muggle Quidditch? Mais tout à fait. Déjà qu'en temps normal, les gens ont du mal Mais non! à prendre la chose sérieusement, mais alors si en Bah plus on si, y dis rajoute... pas mais non. Les gens ont du mal à prendre la chose sérieusement. D'ailleurs, il me C'est- semble
Il me semble, Gizmo, que tu as consacré un article sur la Gazette du Sorcier, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais tu es aussi rédacteur sur la Gazette du Sorcier. Tu as consacré un article justement sur cette question. Tout à fait, un article d'opinion sur le fait que oui, le Quidditch est un sport ridicule, mais et alors, hein, est-ce que ça en fait pas un sport pour autant? Est-ce que le fait qu'il soit ridicule doit lui donner enfin, On doit doit le lui donner moins décrédibiliser. d'importance, voilà, doit le décrédibiliser, doit lui donner moins d'importance que d'autres sports. Bah, et surtout, enfin, pour moi, on dit que le Quidditch est ridicule, mais en quoi les autres sports sont pas tout aussi ridicules? Enfin, Oui, Voilà, c'est c'est ça, parce que ouais. le sport est récent, donc on découvre, et donc, ah, c'est nouveau, ah, c'est bizarre. Mais, oui, voilà, le foot est tout aussi ridicule, tout n'importe quel sport est tout aussi ridicule aussi quand on y réfléchit un peu. je suis tout à fait d'accord. Je pense que, surtout si on compare avec un sport comme le rugby, j'aurais du mal à justifier en quoi le rugby serait moins ridicule que, que le Quidditch. Donc, Après, il y a des sports qui sont plus ridicules que d'autres, il faut l'admettre. Ouais, c'est pas le sujet là. c'est une question de point de vue. Bref, Mais c'est vrai que je crois que, Alix, t'as retrouvé une citation de Rowling qui parle de pourquoi elle s'est sentie euh, obligée, entre guillemets, de créer un sport pour son Oui, univers. c'est ça. Donc, à l'époque où elle écrivait Harry Potter, elle expliquait qu'elle s'était disputée avec son petit copain et que suite à cette dispute, enfin, elle était en pleine écriture et elle avait dit il me faut qu'est-ce qui lie une société il me faut un sport. Elle en avait déduit que la la citation exacte c'était je me suis demandé qu'est-ce qui liait une société, qu'est-ce qui unissait les gens et qu'est-ce qui lui donnait une unité particulière. Et c'est là que j'ai compris que j'avais besoin d'un sport spécifique. En plus, ça rend les hommes furieux et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Puisque, voilà, comme je disais, elle venait de s'engueuler avec son copain qui était un fan de sport. Je ne crois pas qu'elle précise lequel exactement. par contre, il faut peut-être préciser que ce qui rend les hommes furieux, Mhm. c'est que son sport n'a aucun sens. Elle parlait spécifiquement à ce moment-là du vif d'or, Oui, en fait, qui rapporte 150 points, et que ça n'a aucun sens parce que ça ça, déséquilibre. Ouais. tout le Mhm. match repose là-dessus. Donc, Ouais. elle cherchait un sport pour unir la culture en La fait, communauté de sorcière. ces sorciers, mais en même temps, elle l'a rendu complètement et supposément Absurde. volontairement absurde. Mhm. Ouais. Après, je pense que ça peut se comprendre dans les deux sens, dans le sens où aussi c'est quelque chose sur lequel les gens se défoulent aussi, et ça correspond à quelque chose qu'elle vivait Ouais. à l'époque. Et d'ailleurs, pour appuyer ça, j'ai trouvé une citation de Dumbledore qui est en préface d'un ouvrage qu'on va beaucoup citer aujourd'hui, Le Quidditch à travers les âges de Kenilworthy Wisp. J'espère que je prononce bien. Kenilworthy, je crois. Kenilworthy Wisp, Ouais. ouais, quelque chose comme ça. Et donc Dumbledore, qui écrit évidemment la préface, nous dit que le Quidditch nous a fait évoluer autant que nous avons fait évoluer le Quidditch. Le Quidditch réunit les sorcières et les sorciers de tous horizons et nous amène à partager des moments d'exaltation, de triomphe et parfois, pour les supporters des Canons de Chudley, de désespoir. Donc je pense que c'est exactement... ça encapsule C'est un peu beau. toutes les émotions qu'on peut avoir autour du sport et le fait, à partir du moment où les gens ensemble... justement se rassemblent et partagent des émotions autour de quelque chose, ça en fait un élément social que évidemment les sciences sociales peuvent s'en emparer et le prendre au sérieux parce que c'est forcément ça a du sens si les gens se rassemblent et ont des émotions et partagent des émotions, donc rien que pour ça c'est un sujet sur lequel la sociologie et l'anthropologie s'est penchée, même si c'est pas un sujet très ancien hein, des sciences sociales. Comme on a parlé déjà dans l'émission le sujet des fandoms. Hein, le sport, c'est peut-être étudié depuis un peu plus longtemps que les fandoms dans les sciences sociales, mais ça reste quand même quelque chose d'assez récent.
Et voilà, évidemment, je peux témoigner que quand moi, je suis dans un laboratoire de recherche qui n'est pas spécialisé spécialement dans le sport. Et quand je dis que je fais ma thèse sur le rugby, forcément, j'ai dû m'habituer à quelques petits sourires. Quelques petits sourires. Ah, ok, c'est bien. mais, mais oui, mais ça reste quand même... on est quand même... Je suis pas toute seule quoi, à étudier le sport. On est beaucoup et il y a plein de grands auteurs qui se sont penchés là-dessus. Et autant pour parler d'histoire, d'histoire sociale, d'histoire technique, de comment on utilise notre corps, comment on crée des techniques avec notre corps pour être le plus performant possible. Ça, c'est tout un sujet qui est intéressant à explorer. Donc on va essayer de le voir avec le Quidditch, malgré ce que effectivement ce que tu as dit, Pantalémon, sur le fait qu'effectivement il y a quand même ce point de déséquilibre qui qui est le vif d'or, mais je pense qu'on va en reparler. Justement, oui, on va en reparler parce que justement le Muggle Quidditch s'attaque à ce point d'une certaine manière, et donc c'est intéressant aussi de voir cette évolution-là. Mais alors aussi, enfin, c'est un point de déséquilibre quand le sport est retransposé au monde réel. Dans le sport en lui-même, c'est pas un point de déséquilibre parce que ben, dans tous les matchs qu'on peut suivre, enfin, dans beaucoup, enfin, les scores marqués par les soifs, etc., sont quand même assez élevés. Et le vif d'or reste un élément difficilement atteignable et qui clôt le match, etc. Et qui chaque fois, enfin, c'est pas toujours lui qui est responsable de la victoire non plus. On peut reparler de la finale Bulgarie-Irlande, Oui. où malgré l'attrapage du vif d'or, l'Irlande l'emporte. Et donc c'est un point de déséquilibre, mais qui est quand même moins fort dans l'œuvre que quand il est retransposé au monde réel et au sport comme on le connaît nous, quoi. Oui, et d'autant qu'on sait que voilà, du coup, comme c'est, bon, on va reparler de ça, mais comme c'est l'attrapage du vif d'or arrête le match, ça crée aussi cette incertitude sur la longueur d'un match, et donc du coup, évidemment, quand des matchs durent très très longtemps, ça laisse d'autant plus le temps aux poursuiveurs de créer un écart qui dépasse l'écart que donne le vif d'or, donc c'est c'est pas totalement absurde comme règle, même si à première vue ça paraît un peu absurde, et puis que dans le cadre d'une pratique de niveau moyen comme celui de Poudlard, on n'a pas eu d'exemple de match qui durait où les écarts se creusaient autant, quoi. Donc le vif d'or a toujours été, du point de vue de Harry, le vif d'or a toujours été décisif, et ça tombe bien puisque c'est Harry l'attrapeur, donc ça. Oui, ça fait un peu partie aussi de la manière dont on doit faire voir Harry aussi dans l'œuvre en Un tant que artifice. héros. Voilà, il est chaque fois décisif sur toutes les choses qu'il entreprend et ça fait partie du truc. Et à la limite, j'ai envie de dire encore heureux que les matchs de Quidditch de Poudlard durent pas des mois et parce que bon, à un moment, il faut quand même avoir des cours et passer ses examens aussi. Hein, Sauf qu'ils ne passent jamais d'examen à Poudlard. Oui, Ils sont toujours c'est vrai. suspendus. Mais du coup, pour revenir un peu aux citations d'ouverture, est-ce que du coup, Marjolaine, tu peux nous expliquer un peu, voilà, quand on parle voilà, du rôle du sport dans une société, est-ce que voilà, et c'est voilà, l'impact que ça a sur une communauté, à quel point est-ce que voilà, les gens s'unissent ou non autour d'un sport, d'où est-ce que, enfin, voilà, est-ce que voilà, ce que dit J.K. Rowling, c'est quelque chose qui a été, enfin, qui a été Ouais. reconnu et comme Étudié, comme un fait depuis très longtemps, ou est-ce que c'est quelque chose de récent? Enfin là, Ouais. je pense aux Jeux Olympiques qui datent voilà, forcément de très très Ouais, longtemps, ouais, que ouais. c'était quelque chose de... Ah, c'est vrai C'était que une vraie institution. Mm. Enfin, ça a toujours été, donc voilà. c'est vrai qu'on parle. Alors, ça l'a toujours été, mais de manière discontinue, mine de rien. Enfin, on ne parle pas de la même chose quand on parle du sport à travers les époques. Alors, évidemment, quand on parle de Jeux Olympiques, on pense aux Grecs, mais du coup, le sens qu'avaient les Jeux Olympiques pour les Grecs n'a rien à voir avec le sens qu'ont les Jeux Olympiques dans les années 2010, ou même à sa création tout début enfin,
réinstauration des Jeux olympiques modernes à la fin du 19e, début 20e, quoi. On ne parle pas de la même chose. Ça a beau être du sport, tomber dans la définition de sport dans les 3 cas. À chaque fois, en fait, le sport ne peut pas être étudié sans son contexte historique, social, économique, etc. Et c'est ça qui en fait un objet social total, en fait, parce que certes, on peut essayer de l'étudier à part, en essayant de comprendre comment il évolue, etc. Mais on ne peut pas le comprendre, sa place culturelle et sociale dans une société sans le lier à tout ce qui se passe autour, quoi. Donc, mais évidemment, le sport, en fait, si on parle là du sport moderne, du sport qu'on connaît nous, ça, c'est une création, on va dire, du 19e siècle. C'est le sport institué avec des règles, avec des disciplines, avec des compétitions organisées de manière légale, etc. Ça c'est le 19e et notamment l'Angleterre qui met ça en place et qui le diffuse après. Donc, mais même si on parle que de sport moderne, on a plein d'exemples de moments où le sport et la politique, par exemple, ont été hyper liés. Enfin, le sport peut être utilisé comme un instrument de propagande et au contraire comme un instrument de résistance. Et parce que à partir du moment où il y a en plus l'aspect médiatique, forcément, qui dit sport dit public, qui dit engouement, et on peut utiliser le sport pour faire passer des messages aussi. Donc voilà, et puis maintenant, on parle d'économie, hein, parce que l'économie du sport, c'est pas rien maintenant. Donc ça a un vrai poids, et c'est des métiers avec le sport professionnel, donc c'est tout un corps professionnel particulier, mais qui répond aussi à d'autres... à des règles classiques de monde professionnel, donc on peut l'étudier via ce biais-là aussi. Donc ça peut être tout ça, en fait, le sport, mine de rien. Donc effectivement, et je pense que alors on n'a pas trop d'exemples pour le Quidditch, par exemple, par exemple, d'utilisation politique du Quidditch. En relisant le Quidditch à travers les âges, je me suis fait cette réflexion-là que on n'a pas vraiment l'impression... C'est assez neutre quand même comme sport. On n'a pas l'impression Enfin, on n'a pas d'exemple en tout cas, même quand on parle du Quidditch à l'international, que c'est utilisé politiquement. Par contre, je pense qu'on parlera peut-être à la fin du Muggle Quidditch qui, lui, a peut-être des choses à dire sur peut-être certains aspects du sport, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Et du coup, peut-être que je peux proposer qu'on rentre sur les terrains et qu'on comprenne un peu plus là, de quoi on parle quand on parle de Quidditch, de Muggle Quidditch. Et du coup, j'ai introduit le rugby aussi parce que, évidemment, c'est mon sujet, mais je pense que ça rentre pas mal en résonance. Et je pense que vous allez comprendre aussi pourquoi, à mon avis, elle avait pas mal le rugby en tête quand elle a créé le Quidditch. Et déjà, peut-être, c'est des sports de balles, évidemment, mais on a déjà parlé du fait qu'au Quidditch, il y a des balles un peu spéciales. Donc bon, il y a le soifle, jusque-là, ça va. Mais est-ce que les spécialistes du Quidditch peuvent nous parler un peu des 2 autres balles? Donc on a déjà parlé un peu du vif d'or, mais le vif d'or et le cognard dans le Quidditch sorcier et dans le Muggle Quidditch, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'a priori, on peut se dire... ouais, c'est un peu spécial quand même comme concept à essayer de transcrire. Et du coup, bon, donc dans le Quidditch sorcier, il y a 3 balles différentes, hein. Le soifle qui est une balle qui sert simplement, enfin, on se la passe, et c'est la balle principale, c'est celle qui sert à marquer des points quand on la passe dans les anneaux adverses, qui sont l'équivalent des buts enfin, voilà, de tout autre sport. Euh, les cognards qui sont en fait dans le Quidditch sorcier, donc des balles vivantes en elles-mêmes, qui peuvent être orientés grâce à des coups de batte des batteurs qui peuvent donc taper dans les balles qui se déplacent par magie au départ pour essayer de frapper les autres joueurs et les empêcher tout simplement de construire une action, de les faire tomber de leur balai, les éliminer totalement du match ou les tuer dans les cas les plus graves. Euh,
Et puis donc le vif d'or qui est la toute petite balle ridicule qui vole très très vite, qui se cache un peu partout et dont le but est de l'attraper pour mettre fin au match et gagner donc 150 points. Et donc ça a été retranscrit dans le monde sorcier par les trois mêmes balles. On retrouve le Swaffle qui est une sorte de balle de volet dégonflée qui sert de la même manière à se faire des passes et qui est la plus commune des trois balles, à essayer de marquer des buts avec en la passant dans les anneaux adverses. Les cognards ont été remplacés, évidemment on n'a pas de balles qui se move par elles-mêmes, donc on a dû changer un peu ça. Donc ils sont remplacés par des balles de dodgeball et qui amènent un côté un peu balle aux prisonniers, dans le sens que les batteurs, plutôt que de taper dessus avec des battes, doivent les ramasser et les lancer sur les joueurs adverses. Et dès qu'on touche un joueur adverse, il doit descendre de son balai, retourner à ses anneaux pour pouvoir réenfourcher son balai et revenir dans le match. Et le temps où il n'est pas sur son balai, il est considéré comme hors-jeu, il n'a pas le droit d'interférer avec les balles, il n'a pas le droit d'interférer avec les autres joueurs. Et donc voilà, c'est une sorte de mini-pénalité qu'on peut infliger aux joueurs adverses en leur lançant un cognard dessus. Et donc là, il y a un petit changement qui a eu lieu, c'est que normalement il y avait 2 cognards dans Harry Potter, et que là on est passé à un système à 3 cognards, pour un principe très simple, c'est que comme il y a 2 batteurs dans chaque équipe, pour éviter qu'une équipe puisse faire garder les 2 cognards et avoir Contrôle Un absolu, monopole. en fait. ouais, un monopole exactement, un monopole sur les 2 cognards, ben on en a mis un troisième pour qu'il y ait au moins un cognard dans chaque équipe. Donc voilà, donc c'est la petite différence qu'il y a eu. Et puis donc le Lidor qui a gardé à peu près son même rôle, hein, qui est donc une balle difficile à attraper. Dans le cas du Muggle Quidditch, donc elle a été mise, c'est une socket ball, donc une balle dans une chaussette, accrochée au short d'un arbitre neutre, d'un joueur neutre, qui est donc le porteur de vif et qui doit tout faire pour défendre sa balle. Alors, les attrapeurs doivent essayer de la descratcher et arracher la chaussette pour gagner la 30 points plutôt que 50, 150, puisque comme on en a parlé tout à l'heure, ça a été réadapté pour que le vif d'or ne soit pas aussi déséquilibré par rapport au reste du jeu. Et alors, bon, comme ça peut paraître totalement simple et débile de devoir attraper la chaussette du porteur de vif, mais c'est pas si simple que ça, puisque il y a le système donc, des balais que les joueurs doivent garder entre les jambes et qui leur donne un certain handicap que le porteur de vif n'a pas. Donc il a plus de liberté de mouvement et il a aussi beaucoup plus de droits au niveau physique, au niveau des plaquages, au niveau enfin, de se défendre en fait physiquement face aux attrapeurs. Et donc ce qui fait qu'il reste très difficile à attraper. Et c'est comme ça qu'on a retranscrit, plutôt que d'avoir quelque chose de très très petit, difficile à trouver, là on l'a retranscrit comme simplement quelque chose qui sait se défendre et donc qui est difficile à attraper pour les attrapeurs. Ouais, Et puis, c'est une transition qui est géniale, je trouve. Vraiment, cette trouvaille là, du vif d'or humain. Enfin, puis ça implique plein de choses au niveau du sport, quoi, du coup. Donc, Enfin, dans le Quidditch sorcier, en plus, enfin, ce qui était expliqué aussi, c'est que au début, c'était un oiseau, c'était un vivet doré qui était utilisé, qui a la capacité, enfin, vraiment de voler vraiment dans beaucoup de directions, enfin, vraiment d'enchaîner des directions très différentes très rapidement, et que quand il a été interdit d'utiliser des vivets dorés parce qu'il commençait à être en voie de disparition, l'inventeur, espèce de forgeron magique du vif d'or, il a vraiment travaillé à avoir des ailes qui allaient dans toutes les directions aussi, qui pouvaient vraiment changer qui fait qu'il peut vraiment monter et descendre à droite, à gauche, enfin vraiment en une fraction de seconde. Et du coup, je trouve que d'avoir quelqu'un qui bouge, alors il n'y a pas la dimension dans la hauteur, puisqu'on reste quand même les 2 pieds au sol, mais je trouve que c'est aussi du coup, au niveau du mouvement, enfin, ça permet peut-être des déplacements beaucoup plus souples que ce que beaucoup proposent parfois et disent ah mais pourquoi vous n'utilisez pas aussi un drone ou ce genre de choses qui est peut-être moins, va peut-être moins s'adapter aussi au joueur qui est en face, alors que le principe aussi de l'arbitre, c'est que, enfin, de l'arbitre porteur de vif, c'est qu'il s'adapte très vite aussi au mouvement de l'attrapeur en face de lui. Et je pense que c'est ça qui rend aussi la chose intéressante. Oui, et puis le drone, au-delà de ce manque d'adaptabilité, parce qu'il serait quand même dirigé par quelqu'un qui s'adapterait aux joueurs, enfin je pense qu'il y aurait un côté là, mais bon, c'est déjà beaucoup plus dangereux. Et, enfin,
est beaucoup moins aléatoire aussi, beaucoup trop aléatoire, enfin c'est difficile à définir, mais dans le sens que pour rester le plus neutre possible, donc le porteur de vif a des obligations, rester proche de la ligne médiane pour ne pas avantager un camp ou l'autre en se rapprochant trop de leurs anneaux. Il a tout un système comme ça, mais adapter ça à un système mécanique, à un drone, c'est lui donner trop d'obligations et donc au final faciliter sa capture beaucoup plus que celle d'un humain qui se défend, quoi. C'est vraiment une option qui n'a à l'heure actuelle rien d'envisageable avec la technologie qu'on connaît. Et puis ça rend aussi ça aurait rendu aussi le sport beaucoup moins accessible, puisque rien que en termes de moyens, d'avoir besoin d'une technologie aussi poussée, ça rendrait quand même la pratique plus compliquée, quoi. Euh, je pense qu'il y a quand même une précision que je dois apporter ici. C'est qu'on parle de Muggle Quidditch selon les règles de la International Quidditch Association, qui est née aux États-Unis et qui est ensuite arrivée en Europe par l'Angleterre, parce qu'il y a des adaptations de Quidditch autres qui ont été réalisées, qui sont beaucoup moins répandues, qui sont nées dans les pays de l'Est, notamment en Russie et en Hongrie, il me semble, où les règles sont complètement différentes, où les batteurs utilisent des balles de tennis en mousse avec des raquettes, et où le vif d'or est une balle de tennis également, qui se lance en fait entre deux personnes d'un côté à l'autre du terrain, et qui est un sport aussi qui se joue en salle, contrairement au Quidditch de la IQA qui se joue sur un terrain de sport extérieur, généralement rugby ou football. Et donc là, dans cette version qui se joue en salle, la balle de Quidditch est donc lancée d'un côté à l'autre du terrain avec un certain nombre de rebonds, aussi en fonction du timing de jeu, il me semble. Donc il y a des variantes en fait de Quidditch qui sont apparues mais qui ont beaucoup moins de visibilité et beaucoup moins de popularité que la version IQA. Et donc je pense que c'est important de préciser qu'on parle de cette version-là, de ces règles-là, et de cette adaptation précise qui a évolué à travers le temps déjà d'une certaine manière. Énormément. Voilà, puisque à la base le vif d'or était libre de se déplacer en dehors du terrain également pendant plusieurs minutes et donc de traverser l'intégralité d'un complexe sportif, voire de Central Park, de prendre un taxi pour aller prendre un café, voilà. D'aller manger des gaufres, ça s'est vu. En sachant qu'il y avait quand même toujours une limite, un périmètre dans lequel il ne pouvait plus, il ne pouvait pas sortir, mais il pouvait sortir du terrain, ce qui a été changé il y a quelques années. En sachant aussi qu'il devait y revenir à des timings assez précis. Oui. Que voilà, il pouvait pas passer sa vie non plus en dehors du terrain à l'autre bout du monde. Il devait faire des repassages sur le terrain, donc il y avait toujours un moyen de l'attraper sur le terrain et de le voir. Mais oui, donc tout ça, ça a évolué et ça a été changé. Et ça, c'est très intéressant parce que tout ce que vous décrivez, c'est des mécanismes qui se sont passés pour tous les sports, en fait. C'est juste que nous, aujourd'hui, les sports les plus connus, c'est des sports institués, comme je disais, depuis le 19e siècle. Mais c'est des résultats d'exactement les mêmes mécanismes où il y avait plein de variantes. Et finalement, c'est une variante qui s'est solidifiée par des règles qui ont été choisies et les autres ont été mis de côté. Et surtout, un règlement qui n'arrête pas d'évoluer et de se préciser en réaction à la pratique. Et là, pour le coup, le rugby, c'est un des exemples les plus frappants à l'heure actuelle des sports modernes, parce que c'est un sport collectif où les règles changent tous les ans. Littéralement, il y a des nouvelles règles tous les ans. Donc, c'est un sport qui n'est pas encore et qui ne sera jamais fixe dans son règlement. Et c'est le cas de tous les sports. Tous les sports ont des évolutions de règlement. Et évidemment, un sport jeune a d'autant plus d'évolution de règlement que ces évolutions, elles viennent avec la pratique et on se rend compte que puisque ça marche pas très bien ou ça, c'est trop dangereux, on va créer une nouvelle règle, on va discuter une nouvelle règle pour corriger ces défauts, quoi.
Oui, et puis avec la technologie qui évolue aussi, hein, enfin, on le voit aussi dans le football, Ouais. l'évolution de la technologie entraîne une évolution des règles avec la VAR, la vérification vidéo. Dans le hockey sur gazon, ça a été pareil. Mm. Le Le, tennis aussi, l'appel Oui. à la technologie, le droit de challenger ouais, une l'œil décision de l'aigle. arbitrale. Mais c'est vrai que même Donc, sans parler des technologies, là, c'est vrai que dans le cas du rugby, et je pense que ça va être le cas aussi dans le Quidditch, là, c'est vraiment aussi l'évolution des techniques du corps des joueurs qui fait évoluer les règles. Concrètement, dans le rugby, c'est les règles pour notamment protéger la santé des joueurs qui évoluent parce que les physiques évoluent et surtout parce que le sport s'est professionnalisé depuis pas si longtemps, hein, c'est 95 la professionnalisation du rugby à 15, donc c'est assez récent. Et du coup, les règles du plaquage, par exemple, ont dû évoluer parce que les techniques sont devenues trop efficaces et trop dangereuses. Donc du coup, ou alors il y a une invention d'une nouvelle technique qui n'existait pas avant, par exemple le plaquage à deux, qui n'existait pas il y a 15 ans. Et depuis ces dernières années, c'est une technique qui s'est répandue et on s'est rendu compte que c'était trop dangereux. Et donc, on va rajouter une nouvelle règle pour limiter, pour empêcher ces nouvelles pratiques qui sont trop dangereuses. Mais c'est à chaque fois un truc d'évolution, en fait. Mais ça peut être en réaction avec des nouvelles technologies, mais aussi tout simplement à des inventions de nouvelles techniques. Et... Bah, mais ce qui était particulier aussi dans le cas du Muggle Quidditch, qui venait d'un sport où il y avait des règles théoriques qui étaient, enfin, où il y avait beaucoup d'éléments qui étaient donnés, mais en même temps, on a très peu d'exemples de fautes dans le Quidditch sorcier. Il y a quelques occurrences, mais enfin, il est dit à un moment qu'il en existe 700. J'ai pas recompté celles que j'ai vues, mais je pense qu'on en connaît une quinzaine, grand max. oui, et puis Euh, surtout quand on voit certaines actions qui ne sont pas sifflées comme des fautes, on se demande où elles sont si elles sont fautes parce que Ça, ouais. mais c'est aussi que du coup, enfin, je pense que quand il y a eu l'adaptation, il y a aussi beaucoup de choses. Enfin, l'univers était là et donc le rulebook a repris beaucoup d'éléments de l'univers. Et il y a des choses qui, adaptées à des humains du monde réel, bah, c'était pas possible. Enfin, comme au début, les joueurs jouaient avec des capes. Bon, c'est quand même le truc le plus casse-gueule du monde. Enfin. No capes. oui, le Voilà, plus comme casse-gueule dirait et le plus Edgar. dangereux au niveau des étranglements, Oui, c'est ça. C'était Donc, ça le problème aussi, quoi. mais donc, du coup, je pense qu'il y a eu une double adaptation ici parce qu'il y avait, je pense, une image préconçue de le Quidditch. C'est ça, ce qu'ont beaucoup de gens aussi encore à l'heure actuelle de. Voilà, le Quidditch, ça doit être ce qu'on voit dans les films, ce qu'on a imaginé dans les livres, versus ce qui se joue aujourd'hui sur un terrain. Et donc, il y avait un peu cette image préfabriquée de à quoi ça va ressembler. Et en fait, dans les faits, ça s'affine parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui sont pas tout à fait adaptées à un format professionnel aussi. Et c'est aussi pour ça que le off-pitch du Vif d'Or s'est arrêté en partie parce que c'était plus compliqué sur des terrains lors d'une compétition, etc., de mettre en place des Vifs d'Or qui se barraient, en termes de sécurité aussi. Oui, c'est surtout ça. Il y avait la sécurité, on constatait que dans la pratique, les attrapeurs du coup attendaient le vif d'or sur le terrain et n'allaient pas le chercher, et que donc ça ne servait à rien que le vif d'or s'en aille parce que autant ne pas le mettre en jeu. Mais justement, effectivement, comme c'était Et dans le intéressant. spectacle aussi. Oui, dans le spectacle, Dans le spectacle pour les spectateurs, d'avoir un des éléments principaux du sport qui passe son temps hors du terrain, hors des champs des caméras et que personne ne voit pendant une demi-heure, c'est pas le truc le plus brillant au niveau de la communication. Mhm. Enfin, Ouais. voilà, ça joue aussi Et ça, dans la et, professionnalisation du ouais. sport. Et ça, c'est un élément très important dans l'évolution des sports. La médiatisation, l'arrivée de la télé, ça a énormément changé la forme de tous les sports, hein, mais que ce soit le football, le rugby, le tennis, là qu'on a parlé de l'arbitrage vidéo aussi, mais c'est vraiment un élément essentiel qui change la forme des sports. Donc, mais voilà, c'est encore un exemple comme quoi le Muggle Quidditch, en fait, est devenu un sport à part entière et a entamé une histoire de sport indépendante, mine de rien,
du Quidditch fictif, même si la référence est toujours là à la base, quoi. Mais dans son évolution, maintenant, c'est la pratique qui compte, j'imagine, j'ai l'impression, plus que la référence à la fiction. Vous me corrigez Clairement, si... non, non, c'est clair qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'évolutions en la matière. Et quand on dit c'est la pratique, il y a certaines évolutions, par exemple, justement au niveau du vif d'or et de ce qui lui est permis de faire, qui ont été amenées, par exemple, par les problèmes d'assurance aux États-Unis. C'est comme c'est un sport physique, dangereux, violent, il fallait des assurances. Et il y avait des choses que les assurances ne pouvaient pas couvrir, comme par exemple une balle qui monte dans un arbre ou qui rentre dans des bâtiments, ce qui était autorisé pour le vif d'or. Donc, il a fallu annuler tout ça, interdire tout ça, parce qu'à un moment, le sport devenait trop large pour ne plus être couvert par une assurance conséquente et correcte, et que donc, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là, de se dire que l'évolution du sport a été impactée par des raisonnements purement financiers et matériels. Et Bah là, oui. quand on dit qu'on se détache vraiment encore du sport d'origine, il y a une ligue aux États-Unis qui s'appelle Major League Quidditch, qui cherche à professionnaliser le sport et qui cherche à être pionnière en matière de règles, et qui donc chaque année, en fait, elle se distancie des règles jouées à l'international en créant de nouvelles versions. Et là, à l'heure actuelle, ils ont créé une version, une fin alternative en fait en matière de règles, qui est basée sur un calcul assez complexe où, à partir du moment où on arrive à un certain temps, euh, on calcule la différence de but entre deux équipes, on y ajoute un, un chiffre fixe et ça donne le score qu'il faut atteindre pour mettre fin au match. Et donc là, maintenant, le vif d'or dans cette ligue ne met plus fin au match. Quand on l'attrape, ça aide parce que ça donne 30 30 points, points. donc l'équivalent de 3 buts. Mais il ne met pas automatiquement fin au match puisque la fin de match n'arrive qu'une fois qu'un certain score est atteint. Et du coup, ça va avec la question que j'avais, ma question de newbie que je voulais poser. Parce que, enfin voilà, on parlait du fait que un match de Quidditch n'a pas de fin établie, en tout cas dans le monde de sorciers, et pour le moment, dans la majorité des versions de l'IQA. Si, parce que maintenant, même dans l'IQA, ils mettent un temps limite au timer pour D'accord, éviter que les j'avoue, matchs je se savais pas. finissent trop. À la dernière Coupe du Monde, c'était 45 minutes. Un match ne pouvait pas durer plus de 45 minutes. Si le vif d'or n'était pas attrapé dans les 45 minutes, tant pis, le match se terminait sans victoire. D'accord. C'était pour pouvoir avoir une Ouais, meilleure emprise sur le timing du tournoi, tout Donc, simplement, et juste, je pouvoir reprécise, prévoir. IQA, c'est la Fédération internationale de Quidditch, c'est ça, hein? ouais, C'est ça. Ok. Donc voilà, la dernière Coupe du Monde à Florence, c'était déjà le cas. Ils avaient mis cette barrière du temps pour pouvoir en fait gérer un tournoi où on a des terrains limités sur un nombre d'heures limité et où si tous les matchs sont trop longs, ben, c'est difficile de gérer quoi que ce soit. Et donc, comme chaque match était prévu sur un créneau d'une heure, ben, il y avait un temps limité de 45 minutes pour la fin du match. d'accord. Mais du coup, ce que je me demandais, c'est est-ce que enfin voilà, tu parlais Marjolaine, du fait que les médias ont énormément changé, enfin, voilà, le côté spectacle. Enfin, et avec les médias, il y a aussi des créneaux horaires pour des sports aussi, et donc le match, il peut pas dépasser un certain nombre de trucs parce qu'il y a la pub à envoyer et que c'est comme ça que la chaîne se finance. Mais du coup, est-ce que justement cette notion de temps limite dans le sport, c'est quelque chose de récent ou est-ce que c'est quand même un truc qui a toujours été plus ou moins là? C'est pas, enfin, à partir du moment où on arrive avec le sport moderne, oui, là c'est, il y a un temps, les rencontres se tiennent dans un temps prédéfini. On décide, mais même au moment où les règles n'étaient pas fixées, à partir du moment où il y a un principe de rencontre sportive, euh, ça peut être un temps pas hyper fixe, mais en général, c'est une journée. Et dans les exemples qu'on a de pré-sport, on va dire, à l'époque médiévale,
euh, ce qu'on a de proto-sport, on va dire, donc des grands affrontements collectifs sur lesquels on va reparler un petit peu parce qu'il y a des petits échos dans le Quidditch à travers les âges. Mais là, c'est des événements qui se déroulaient dans des cadres de fêtes, donc dans des cadres de célébrations religieuses, où en fait le contexte est quand même défini. C'est sur, alors c'est pas forcément 1h30, 2 heures, ça peut être une journée, mais bon, il y a quand même un temps. Ça peut peut-être être du lever au coucher du soleil, mais c'est quand même, ça pourra pas durer plus longtemps que ça, quoi. Mais et c'est surtout dans un cadre, il y a un début et une fin. Et c'est pour ça que c'est un sport aussi, et que c'est pas la guerre. C'est qu'il y a un début et une fin, et il y a un affrontement dans ce cadre-là, et en dehors de ce cadre-là, on fait autre chose, quoi. Enfin, on retourne à notre vie quotidienne, et même si on pratique un affrontement potentiellement très violent et meurtrier pendant ce temps-là, en dehors, c'est bon, on reprend la vie normale. Donc c'est en ça qu'il y a forcément un début et une fin dans une rencontre sportive. Ok. Mais justement, peut-être que ça permet d'enchaîner sur peut-être la violence, peut-être revenir un peu sur le fait que quand même tous ces sports, que ce soit on en a parlé un peu là pour le Muggle Quidditch, mais le Quidditch, évidemment le rugby, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais c'est tous des sports quand même assez violents, Physique. où il y a pas mal de contacts quand même. Donc je voulais revenir sur justement les règles autour de du contact physique dans le Quidditch et dans le Muggle Quidditch, parce que, encore une fois, c'est pas très clair. Là, j'ai sous les yeux un extrait des fautes au Quidditch, donc dans le Quidditch à travers les âges, et notamment, il est interdit de voler dans l'intention de provoquer une collision. Mais des illustrations qu'on a, ça semble quand même pas être une faute régulièrement sanctionnée. Donc, La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par une collision? Et là, je me demande si c'est pas voler dans l'intention de provoquer une collision frontale, en ouais. fait, dans le sens où on va pouvoir quand même aller cogner, parce qu'effectivement, on n'a pas la... Mais après, de Et nouveau, l'adaptation des films n'est pas celle des livres. Mm, non, mais Oui. après, ce que j'allais dire aussi, c'est que ben, on se pose la même question en Quidditch Moldu. Euh, Qu'est-ce qu'une intention aussi? C'est toujours la limite assez difficile à voir, parce qu'une collision frontale ou pas frontale, c'est assez facile à définir, mais le vol dans l'intention de provoquer une collision, il y a le système d'intention qui rentre en compte, et donc c'est au bon vouloir de l'arbitre de savoir si c'est intentionnel ou pas, et c'est un cadre de jugement arbitral assez complexe qui a causé d'ailleurs beaucoup de soucis dans l'invention des règles au Quidditch Moldu aussi. Donc c'est toujours aussi une limite assez intéressante à définir, quoi. Oui, parce que dans les fautes, il y a aussi donc le coudoyage, qui est l'usage excessif des coudes contre un adversaire, mais c'est bien l'usage excessif, donc c'est-à-dire qu'un coup de coude, c'est autorisé. C'est à partir du moment où c'est excessif que c'est sanctionné. Donc encore une fois, il y a une question d'interprétation de la règle de la part de l'arbitre, à quel moment on considère que c'est excessif. C'est ça. Et donc dans le Muggle Et Quidditch, alors c'est à quel moment que c'est excessif de donner des coups de coude à son adversaire? assez rapidement, je pense. On ne L'expert peut en pas, arbitrage, qu'est-ce qu'il en pense on ne peut pas initier le contact avec l'adversaire avec un point unique du corps. C'est-à-dire que on ne peut pas initier le contact avec l'épaule, avec la tête, avec un coude, avec un genou. Il faut que ce soit une surface, une surface et non un point unique. L'intégralité du bras, par exemple, pour un plaquage. D'accord. Sauf, bon, il y a la main qui peut être utilisée pour ce qu'on va appeler un peu en français qu'on appelle du raffut, un peu Ouais. venir un peu bousculer l'adversaire Ça, c'est un et geste qui existe au rugby, par exemple. voilà. Euh, mais on ne va pas pouvoir initier le contact du coup avec le coude, avec la tête, avec les genoux, avec les pieds et avec toute autre partie du corps. Et on ne peut pas évidemment donner de coups de poing, de gifles,
Pas De toute de, pas de façon, contact avec la tête. ouais, c'est ça. De toute façon, on peut pas initier un contact, enfin même pas initier, on peut pas faire un contact avec un adversaire au-dessus des épaules et en dessous des genoux. Ce qui est quand même déjà une limitation assez intéressante pour protéger la tête, pour protéger la nuque, pour protéger le cou. C'est tous des endroits où on peut de toute façon pas initier le contact. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce que vous entendez du coup par plaquage au Muggle Quidditch? Parce que du coup, pour moi, plaquage, voilà, j'ai en tête le plaquage de rugby. Est-ce que c'est la même chose ou... Parce que quand même, vous avez des balais, donc Alors j'imagine qu'il y a une technique c'est particulière. la même chose, sauf que le plaquage au Muggle Quidditch se fait à une main. On n'a jamais le droit d'utiliser nos deux bras. On n'a pas le droit d'avoir un contact simultané avec nos deux bras autour d'un adversaire, de le ceinturer ou quoi que ce soit. Donc tout va jouer avec un seul bras. Mais donc le plaquage va consister à venir par le côté en général du joueur, le prendre avec le bras et trouver un moyen de le mettre au sol. Alors le plaquage doit se faire aussi obligatoirement de face, enfin pas de face, mais le nombril du joueur qui plaque doit être devant le joueur plaqué. Doit se positionner devant la ligne formée par les épaules du joueur plaqué pour être très précis. Donc on ne peut pas faire un plaquage par derrière et par le côté, c'est assez réglementé aussi. De face, c'est quand même le plus courant. Euh, Corentin, Branta, tu peux peut-être Donc il n'y a plus pas de plaquage t'exprimer de là-dessus. poursuite, par exemple. Non, il n'y a pas de plaquage de poursuite. Le plaquage se fait vraiment, on doit venir plutôt vers l'avant. Et du coup, ouais, ben, enfin, souvent le plaquage va se faire juste au-dessus des genoux, dans le cas le mieux, puisqu'on n'a pas le droit de descendre en dessous des genoux, mais qu'il faut quand même avoir, pour plaquer à un seul bras, avoir assez de... enfin, trouver un point où on peut facilement faire perdre l'équilibre. Et puis donc voilà, enfin, attaquer à un bras et passer peut-être à ce moment-là derrière le joueur et le faire tomber avec nous. Plutôt être cette forme-là de plaquage. En précisant quand même que c'est un débat qui est extrêmement encore vivace au sein de la communauté du Quidditch et qu'il y a beaucoup de tentatives de tournois avec des plaquages à deux bras euh, où donc on envisage est-ce que on doit initier le contact avec un bras mais qu'ensuite on peut rajouter le deuxième bras pour accompagner le mouvement en matière de sécurité du joueur plaqué, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que le contrôle du balai est un problème dans ces circonstances-là ou non? Parce que l'obligation, c'est de garder le balai entre ses jambes, mais il est possible de simplement serrer les jambes et de maintenir le balai de cette manière-là. Donc c'est encore un débat qui est très vivace au sein des équipes actuelles. Et après, il y a aussi, corrigez-moi Gizmo et Panta si je me trompe, mais le Kidditch, donc qui est le Quidditch version enfant pour les moins de 16 ans, où là les plaquages ont été entièrement retirés, si je dis Tout pas à fait. des bêtises. C'est Ouais, Mais de nouveau, ça dépend. Là, ça va être encore plus dépendant de l'équipe, vu que le Quidditch est quand même pas du tout institutionnalisé. Donc chaque équipe entraîne ses joueurs enfants de la manière dont ils veulent, et après les règles sont définies au moment des matchs entre enfants. Je sais qu'il y a certaines équipes qui commencent à faire des plaquages à partir de 12-13 ans, d'autres équipes qui l'interdisent vraiment jusqu'aux 16 ans et à l'entrée dans le Quidditch adulte. Mais globalement, dans le Quidditch, les contacts sont vraiment très très freinés en tout cas, et si pas complètement interdits au niveau des plaquages, etc. Et bah là, du coup, on retrouve un parallèle vraiment avec le rugby, puisque c'est le cas aussi. Hein, les règles de plaquage pour les catégories jeunes sont adaptées. Et là encore, ça dépend des pays, puisque du coup, j'ai eu l'occasion de faire un terrain au Québec, dans le rugby québécois, où là, ils sont encore plus stricts au niveau de l'apprentissage du rugby pour les enfants et assurer la sécurité, parce qu'il y a encore une fois, là pour le coup c'est culturel, mais au Québec et en général en Amérique du Nord, on voit le rugby comme un football américain sans protection. Donc ça fait très peur aux parents
Donc il faut les rassurer en éliminant pour les plus jeunes les plaquages. Et du coup, il y a une grande pratique du flag rugby qui commence à arriver aussi en France. Donc, il existe aussi le flag football, qui est une version de football américain, pareil, sans contact. Donc voilà, c'est des adaptations qui existent dans le rugby et dans le football américain, de limiter le contact pour les plus jeunes. Et évidemment, en rugby, il y a la question de la mêlée, qui se fait sans pousser jusqu'à un certain âge aussi. Avant 16 ans, la mêlée, il n'y a pas de poussée en mêlée. Je sais qu'une une règle pour certaines équipes de Kidditch pour éviter les contacts, elle vient plutôt de l'Ultimate Frisbee. Ouais. C'est la règle des 3 secondes, où si tu touches un joueur pendant 3 secondes alors qu'il a la balle, il est obligé de la lâcher. Et donc, en frisbee, c'est le frisbee. Il est obligé de passer à l'autre équipe. Il y a plusieurs sports avec cette règle-là. C'est Et le donc, touch c'est une rugby, c'est règle. ça aussi. Ouais, c'était une règle qui avait été du coup adaptée pour certaines équipes de Kidditch, où donc les enfants doivent simplement réussir à garder la main sur le torse ou l'épaule de l'autre joueur pour le bloquer en fait, plutôt que de devoir le plaquer spécialement. Donc, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je pense que tout le monde a une idée plus précise de à quoi ça ressemble, tous ces sports, notamment le Muggle Quidditch en tête. Je ne sais pas si ça vous va de rentrer dans le Quidditch à travers les âges et sur l'histoire et la culture de ce magnifique sport. Mais allons-y, allons-y. Donc, alors je dois vous dire que, alors, je pense que la première fois que j'avais lu le Quidditch à travers les âges, j'étais pas encore autant passionnée de rugby qu'aujourd'hui, et certainement moins érudite aussi de rugby. Mais là, en relisant le Quidditch à travers les âges, après avoir lu plein de livres sur l'histoire du rugby, je suis vraiment, mais vraiment frappée par le ton qu'elle a pris, J.K. Rowling, dans la manière dont elle a écrit. Alors effectivement, c'est très drôle. Moi, c'est un de mes livres préférés. Le Quidditch à travers les âges, je le trouve hilarant. Mais vraiment, quand je lis des livres d'histoire du sport et du rugby en particulier, je me marre autant parce que c'est aussi drôle. Et les extraits de la Gazette du Sorcier ou les témoignages qu'elle relaye sur l'histoire du Quidditch, j'ai quasiment exactement les mêmes dans l'histoire du rugby. C'est assez fou, quoi. C'est vraiment... c'est une parodie, mais à peine exagérée de l'histoire réelle du sport, en fait. Est-ce que tu as une Coupe du Monde entière dont personne ne se souvient? Non, mais c'est vrai que, si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu le Quidditch à travers les âges, relire les premiers chapitres sur la création du sport avec les témoignages des petites vieilles qui voient atterrir les soifs en cuir dans leur petit potager et qui sont pas du tout contentes, ça vole des tours juste d'aller relire ces lettres-là. C'est des grands moments Et l'équivalent Muggle Quidditch, c'est les commentaires sur les vidéos de BuzzFeed et autres. Ouais, malheureusement, ça, c'est pas encore, on n'est pas encore passé à l'étape suivante. C'est toujours les commentaires sur toutes les vidéos qui sortent. Ouais. Mais bon, tous les sports sont passés par là et c'est sûr que c'est pas... Mais en même temps, bon, objectivement, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les sports ont leur côté ridicule et voire incompréhensible. Et justement, dans le début du Quidditch à travers les âges, il y a le traditionnel chapitre qui existe dans tous les livres d'histoire sur le sport, sur les anciens jeux, les espèces de précurseurs au Quidditch. Donc là, j'ai retenu 2 exemples, dont un qui est celui dont je veux parler, qui est totalement imprononçable, puisque c'est le sport originaire d'Écosse, donc je le prononcerai... Crouchen. Crouchen, quelque chose comme ça. Creaothcheann. Voilà. Je retrouve le terme écrit. Crouchen. Le CH, je le prononcerai. Ouais. Non, mais bref. Ouais, donc c'est
c'est, je cite, le jeu de ballet le plus dangereux. Et donc là, je vais vous citer, donc il est attesté au Moyen-Âge dans un poème du XIe siècle, mais je vais donc vous citer le Quidditch à travers les âges. Les joueurs de Cruachin portaient chacun un chaudron attaché sur la tête, au son d'une corne ou d'un tambour, près d'une centaine de rocs et de pierres ensorcelées, maintenues dans les airs à une trentaine de mètres du sol, se mettaient à tomber. Les joueurs de Cruachin fonçaient alors sur leur balai pour essayer d'attraper dans leur chaudron le plus grand nombre possible de pierres. Considéré par de nombreux sorciers écossais comme la suprême épreuve du courage et de la virilité, le Cruachin connut une immense popularité au Moyen-Âge, malgré le grand nombre de morts qu'il provoquait. Ce jeu devint illégal en 1762 et bien que Magnus MacDonald, surnommé Tête à brosse, ait mené dans les années 1960 une campagne pour son rétablissement, le ministère de la Magie a toujours refusé de lever cette interdiction. Donc ça peut paraître complètement absurde comme histoire. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, je suis retournée dans un de mes livres préférés. C'est pas vrai, j'en ai d'autres des livres préférés, mais un livre très intéressant qui se nomme Sport et civilisation par Norbert Elias et comment il s'appelle, Dunning, je sais plus son petit nom. Je sais plus. Elias et Dunning, donc dont la première édition en français date de 94, mais il a été écrit à la fin des années 80. Et où il parle de comment le sport, en gros, est une forme de maîtrise de la violence, en fait, et qui accompagne le processus de civilisation. Bon, c'est une théorie un peu datée maintenant, mais ça reste quand même... ça reste quand même valable sur le fait qu'au fur et à mesure de l'histoire des sports, on rajoute des règles, et on l'a dit tout à l'heure, pour civiliser la violence, en gros, c'est ça qu'il y a dans le sport. Et du coup, il parle du football populaire dans l'Angleterre médiévale et pré-moderne, et où là, du coup, on parle de football, mais ça n'a rien à voir avec nous, ce qu'on entend par football. À partir du moment où c'était nommé football juste parce que c'est un jeu de balle, qui est en général au pied, mais pas seulement. Mais voilà, c'est un jeu de balle au pied, mais ça s'appelle football, mais ça n'a rien à voir avec le football qu'on connaît. Et donc là, je vais vous citer, parce qu'en fait, ça correspond à peu près à l'époque où était pratiqué le Cruachin aussi. Donc rien ne nous renseigne mieux sur la nature du jeu nommé football, pratiqué en ce temps-là, que les tentatives répétées de l'État et des autorités locales, sans succès apparemment, pour le supprimer. C'était sans doute un jeu brutal, en accord avec le tempérament des gens de cette époque. Donc, il parle de l'impuissance des autorités à maintenir la paix, que c'était typique des États médiévaux par rapport aux États modernes. C'est pour donner un peu un background de la sociologie d'Elias. Donc, je reprends. L'une des plus anciennes interdictions de jeu fut prononcée en 1314 à Londres, dans une proclamation du Lord Mayor, déclarant au nom du roi Édouard II, proclamation pour le maintien de la paix, et alors qu'il y a une grande clameur dans la cité à cause d'un certain tumulte provoqué par des jeux de football dans les terrains publics qui peuvent provoquer de nombreux maux, ce dont Dieu nous préserve, nous décidons et interdisons au nom du roi, sous peine de prison, que de tels jeux soient pratiqués désormais dans la cité. Et un peu plus tard, donc en 1365, on a aussi une proclamation qui dit que tout homme valide de la cité, pendant les jours de fête, ne doit pas, sous peine de prison, s'occuper à lancer des pierres, des morceaux de bois et des palets, des balles à la main, des balles aux pieds ou pratiquer d'autres jeux vains et sans valeur. Puisque l'idée, c'est qu'en gros, s'adonner à ce genre de sport, ça servait à rien, il valait mieux s'entraîner à la guerre avec des vraies armes. Et voilà. Ouais, puis c'est moins dangereux aussi, mine de rien, la guerre, quand même. Mais qu'en gros, c'était considéré que voilà, ce qu'ils appelaient des sports, donc c'était nul, quoi. Ils se lançaient juste des bâtons et des cailloux, et que ça servait à rien, pour qu'il valait mieux qu'ils s'entraînent au tir à l'arc, et ça serait bien de plus utile, quoi. Donc voilà, mais c'est pour vous dire que Rowling, elle paraît parfois aller très loin, mais mine de rien, des fois, l'histoire... on n'est pas si loin, quoi. Même dans la formulation des arrêtés municipaux, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant en lisant le livre, à quel point il y a beaucoup de dates qui ont été... il y a une vraie chronologie qui a été établie, vraiment très très précise, en fait. ouais.
Donc c'est assez amusant quoi d'imaginer enfin voilà telle forme de soif mise en circulation à telle époque, tel arrêté de telle époque qui dit que voilà on peut plus utiliser les vivets dorés parce qu'ils vont tous mourir et que ce serait triste. Ouais. Ouais. Bah d'ailleurs, en parlant des vivets dorés, j'ai trouvé. Alors, j'y connais rien, donc j'oserais pas aller jusqu'au bout du parallèle. Mais je pense que la manière dont est décrit la chasse aux vivets dorés comme un sport, en fait, à part entière, je pense qu'on pourrait faire le parallèle avec la chasse au renard, qui est aussi cruelle d'ailleurs. Et parce qu'en fait, certains historiens en fait, la considèrent aussi comme un protosport pré-moderne, puisqu'il y avait vraiment une préparation spécifique, technique et physique pour ces chasses au renard. Et donc voilà, ça m'a fait penser à ça en fait. C'est un type de joyeux protosport qui... Peut-être définir ce que c'est que protosport, parce que j'avoue que je pense en fait, une idée très vague de ce que c'est. C'est juste, quand on parle de sport, traditionnellement, on pense aux sports modernes. Donc, comme je vous ai dit, les sports qui sont institués à partir du 19e siècle. Donc, les premiers, c'est le cricket. Je ne sais plus quels sont les premiers à avoir eu leurs règles, même au 18e siècle, c'est les premières règles instituées. Mais bon, le football, le rugby, le tennis, etc. Donc c'est les protosports, on va dire que c'est des formes de pratiques physiques qui sont pas encore totalement des sports au sens moderne du terme, mais qui s'y rapprochent par certains aspects. Donc dans le cas des affrontements dont je parlais là, au Moyen Âge, ils étaient, comme ils appellent, semi-institutionnalisés, c'est-à-dire les groupes s'arrangeaient à l'avance du jour de l'année où ils allaient s'affronter pendant un temps précis, comme je disais, avec les règles qui étaient plus ou moins vagues. Mais voilà, c'est pour ça qu'on dit protosport, c'est que c'était une rencontre qui était à moitié institutionnalisée. Et la chasse au renard, pareil, on considère que c'est un... D'accord. Ça correspond par certains aspects au sport, tel qu'on l'entend, mais pas totalement, quoi. Ce serait anachronique d'appeler ça un sport au sens moderne, quoi. D'accord. Donc voilà, je voulais juste peut-être citer, parce que en France, comme ancêtre du rugby, on cite souvent la soule, ou la choule en normand, qui est en fait attestée à partir du XIIe siècle. Alors c'est marrant parce que les origines du Quidditch sont au XIe siècle, donc on est vraiment dans à peu près la même époque. Et donc en fait, la soule, c'est vraiment une version française du football médiéval britannique. Donc ça fait partie de tous ces jeux de balles médiévaux où deux équipes s'affrontent pour amener une balle dans un but. Donc voilà, mais c'était sous format mini-guerre, hein. C'était très violent. Donc voilà, mais c'est encore pratiqué. J'ai vu qu'il y avait un peu un revival de la soule en Normandie. Voilà, enfin de la choule du coup. Mais voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant en France, c'est qu'on parle beaucoup de la soule comme origine du rugby parce que ça, c'est cette origine populaire, rurale, même si ça pouvait se faire en ville, mais c'est associé vraiment à un sport du peuple. Alors qu'en Angleterre, on parle plutôt... on parle pas forcément de ces footballs médiévaux pour parler des origines du rugby ou du football soccer, parce qu'on préfère parler d'une origine un peu plus aristocratique du sport moderne, en fait, plutôt que de parler des affrontements des pecnos. Mais alors du coup, pour le coup, le Quidditch, c'est à nouveau un sport assez... il n'y a pas du tout de notion d'aristocratie, de classe. C'est vrai que de manière générale, dans la société sorcière, il y a les sangs purs, mais en dehors de cette distinction-là, il n'y a pas vraiment de notion de bourgeoisie et d'aristocratie. Et quand le Quidditch est créé,
Enfin, là, il y a pas cette idée de c'est une élite Ouais. particulière qui pratique ce sport et un autre groupe en est exclu. D'ailleurs, pas du tout, et ça me fait penser, du coup, je vais sauter à un point, mais on va revenir après, là, pour parler du côté, quand même, du lien avec Poudlard et les public schools, etc. Mais le fait, là, que tu rappelles que il n'y a pas du tout cette connotation aristocratique dans le Quidditch, ça expliquerait probablement qu'il est devenu professionnel aussitôt. Parce que là, pour le coup, c'est un anachronisme du monde magique par rapport au monde moldu, puisque même si dans le monde moldu, il y a des formes anciennes de professionnalisation, notamment du jeu de paume dès le XVIe siècle, ou des courses hippiques dès le XVIIe, pour les sports collectifs, les premiers à se professionnaliser, c'est au XIXe siècle, puisqu'il a fallu déjà qu'ils aient des règles à peu près fixes avant de se professionnaliser. Et en fait, on a l'impression que le Quidditch a une professionnalisation bien plus précoce, il est dit que la ligue professionnelle de Quidditch a été créée au XVIIe siècle, en 1676. Et il n'y a a priori pas du tout de débat autour de la professionnalisation du Quidditch. Et c'est ce qui me fait dire que c'est lié peut-être au fait que c'est associé vraiment à un monde populaire, parce qu'en Grande-Bretagne, il y a plein de débats sur l'amateurisme versus le professionnalisme, que l'amateurisme dans le sport, c'est la forme la plus pure du sport, puisque c'est une pratique sans désintéressé, quoi, juste pour la beauté du sport, et qui est une conception qui est liée justement à cet ancrage aristocratique du sport, de la pratique sportive. Et notamment dans le cas du rugby, en fait, ça a créé carrément une scission, puisque le rugby était pratiqué à la fois dans les public schools, donc contrairement à ce que son nom l'indique, les public schools en Angleterre, c'est des écoles privées, très huppées, qui forment uniquement masculines, qui forment l'élite de la nation, en gros. Mais c'était aussi pratiqué par des ouvriers, par des prolétaires, et, et qui, eux, ont rapidement voulu se professionnaliser. Et du coup, comme les pontes, les organisateurs du rugby à 15 le refusaient, ils ont créé leur rugby, le rugby à 13, qui du coup, lui, s'est professionnalisé très très tôt, dès la fin du 19e siècle, ou tout début 20e, je ne sais plus exactement la date. Mais ça a créé une scission dans le rugby pour avoir une pratique professionnelle plus tôt. Et le rugby à 15, comme je vous l'ai dit, c'est devenu professionnel qu'à la fin du XXe siècle, quoi. Donc, Du coup, c'est très intéressant parce que à l'heure actuelle, le Muggle Quidditch connaît un peu une scission organisée de la sorte. Parce que pour revenir un peu du coup sur l'histoire du Muggle Quidditch, c'est né aux États-Unis dans une université, euh, Middlebury, où en gros des étudiants se sont dit hey, ce serait fun si on faisait du Quidditch. Ils ont commencé à faire des matchs un peu n'importe comment. Ils prenaient des balais, leur balai c'était tout et n'importe quoi. Ils venaient avec des lampes en pied, des choses comme ça pour faire les offices de balai. Puis, après un an, il y a une université pas loin qui s'est jointe et ils ont fait la première Coupe du Monde de Quidditch avec deux universités, hein, la finale directe. Euh, Bienvenue et aux puis, États-Unis. voilà. Puis ça a commencé à se développer donc, dans les universités américaines. On parle de la naissance du Quidditch, c'est 2005. Ça a commencé à se développer dans les universités américaines parce que les universités anglo-saxonnes ont vraiment une culture du sport très particulière, puisque c'est vraiment encouragé. Il y a pas mal d'universités où, quand on fait un sport, on a une bourse. Euh, il y a Des horaires il y a des aménagés. horaires aménagés, il y a des jours qui sont prévus pour la pratique des sports. Euh, donc c'est très marqué aux États-Unis, c'est également marqué dans une un peu moindre mesure au Royaume-Uni. Et donc quand le sport est venu en Europe, bah, au Royaume-Uni, ça a explosé au sein des universités de nouveau. En France, ça a eu un peu plus de mal parce que cette pratique du sport universitaire est beaucoup moins intense, presque inexistante. Il y a quand même il
y a quelques équipes universitaires, mais c'est beaucoup moins institutionnalisé. Pour dire, quand j'étudiais en Écosse, personne n'avait cours le mercredi après-midi pour pouvoir se consacrer à du sport. Ouais, c'est Dans le prévu cadre de dans le l'université. programme. C'est vraiment prévu, c'est voilà, ce jour-là, cet après-midi-là, personne n'a cours pour pouvoir faire du sport. Et il y a des compétitions inter-universités, il y a des compétitions inter-hall de résidence, donc c'est vraiment très encouragé. Et donc on a vu en fait déjà se créer à travers le continent deux types d'équipes, les équipes universitaires, et puis en France les équipes qu'on appelle communautaires, c'est-à-dire simplement basées sur une région, sur une ville, sur qui veut jouer vient. Il y a quelques équipes qui étaient un peu universitaires, comme l'équipe de Nantes, qui avait des accords d'une certaine manière avec les terrains de l'université de Nantes. Mais L'équipe de Caen aussi, il me semble, en tout cas qui s'entraînait sur le campus de l'université. Ça a été créé par les étudiants du campus, mais et donc c'est un peu- L'équipe de Louvain-la-Neuve, si on va du côté belge, qui était plutôt, enfin, qui était plus, Louvain-la-Neuve, c'est un cas particulier parce que c'est vraiment une ville-université, quand même. ouais, ouais, Euh, mais donc voilà, on a vraiment cette idée de, d'un côté, les gens qui viennent de n'importe où dans la ville peuvent participer, et de l'autre, c'était vraiment les gens qui étaient d'une université. Et là, bah, maintenant, le sport, il commence à avoir une certaine ancienneté. Les gens qui ont commencé à jouer à l'université sont diplômés. Ils se sont parfois déplacés, ils ont créé des équipes ailleurs. Et donc, du moins on il y a... espère pour eux. Ouais. Et, euh, et donc, il y a ces équipes communautaires qui se sont créées avec des joueurs qui ont maintenant 5-6 ans d'ancienneté dans le sport, parfois plus, versus les équipes de Quidditch universitaires qui récupèrent de nouveaux joueurs tous les ans, qui n'ont aucune expérience de jeu, puisque le Quidditch ne se joue quasiment pas euh, de manière régulière à un niveau non universitaire, avant l'université. Et donc, ça crée une vraie disparité dans le sport entre les équipes qui ont des joueurs avec une grande ancienneté communautaire et les équipes universitaires qui ont des nouveaux joueurs. Et au Royaume-Uni, actuellement, ils viennent d'annoncer que le championnat britannique se jouerait maintenant de manière séparée entre les équipes communautaires et universitaires. Mais c'est là que l'évolution du Quidditch, je pense, va être très intéressante parce que, comme tu dis, à l'heure actuelle, les gens qui commencent à jouer au Quidditch, souvent, voilà, ils ont déjà 17-18 ans, ils viennent d'autres sports qui donnent plus ou moins de facilité parce que c'était déjà des sports de balle ou voilà. Alors que, mais donc, ils apprennent un peu voilà, sur le tard et sur le tas. Alors que je pense que plus le Quidditch va se développer et plus ça va aussi changer les techniques et la notion de professionnalisation aussi, parce que les joueurs arriveront à l'université à 18 ans, et ça fera peut-être déjà 6 ans qu'ils joueront au Quidditch. Et donc les équipes universitaires vont inévitablement voir une évolution à ce niveau-là. Ce sera plus une équipe de découverte. Alors là, c'est marrant parce que vraiment tout ce que vous décrivez, c'est exactement ce que j'ai observé et décrit sur le rugby québécois, en fait. Parce que, évidemment, voilà, quand je vous parle de rugby au Québec, vous vous doutez que c'est pas un sport majeur là-bas. Même si évidemment c'est plus pratiqué que le Quidditch, mais ça répond en fait à une échelle un peu plus large, exactement aux mêmes problématiques. Alors là, ce que vous appelez les équipes communautaires, c'est ce qu'ils appellent les équipes civiles. C'est ce qui est ni scolaire ni provincial, puisque en gros il y a trois pratiques de compétition en parallèle: le rugby scolaire, universitaire, on va dire, ça reste la continuité. Du coup, les clubs civils, donc sous format club, sur lequel on va revenir parce que c'est le principe de club, c'est là ce qu'on appelait communautaire ou civil, c'est vraiment important dans le développement du sport aussi. Et dans le Quidditch sorcier, les clubs sont très très anciens, et ça pareil, c'est quelque chose d'anachronique par rapport à l'histoire du sport moldu.
Et oui, et les compétitions de rugby québécois sont séparées, quoi. Les équipes universitaires jouent entre elles, les équipes civiles jouent entre elles, chacun a son championnat. Et c'est problématique parce que les joueurs qui jouent à l'université sont aussi dans les clubs civils. Et du coup, les compétitions qui sont concentrées que sur la période d'été, parce qu'évidemment, en hiver, on ne peut pas jouer au rugby au Québec, ça pose des soucis, parce qu'il y a aussi peu de joueurs, mine de rien, il n'y a pas un bassin de joueurs. Et c'est aussi un sport que les garçons pratiquent commencent très tard. Les filles le commencent plus tôt, le rugby au Québec, mais les garçons arrivent du football américain et commencent le rugby à 17-18 ans avec des habitudes qui viennent d'autres sports et qui influencent énormément la manière dont ils jouent aussi. Donc c'est intéressant parce que c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à observer. Là, pour le coup, c'est vraiment, je vous donne vraiment une illustration concrète de ce qui intéresse une anthropologue. Voilà. Donc, Et nous, on te donne concrètement ton prochain sujet de thèse. Exactement, mon postdoc, je pense qu'il commence à se profiler. Mais c'est vrai que pour revenir sur cette idée de club, dans le monde magique, je sais plus où je l'ai noté, mais les plus anciens clubs sont vraiment... Ah, voilà, le plus ancien club, c'est le club de Flakmar, qui est fondé en 1163, ce qui est complètement anachronique pour un club de sport. Ça n'a pas de... C'est impossible dans l'histoire du sport qu'il y ait un club de sport institué qui se fonde à cette date-là. Et d'ailleurs, les dates dans le Quidditch sont très étranges, parce qu'en fait, il y a... alors, parce que on parle souvent du fameux... mince, j'ai perdu le terme, mais en gros, le département... Oui, c'est ça, le département des sports magiques, je crois, c'est ça? Ouais, des jeux et sports magiques. Voilà, des jeux et sports magiques, qui a été créé qu'au 19e siècle, il me semble. J'ai oublié la date, mais c'est pas si vieux, parce que je pense que c'est lié aussi à l'histoire du ministère de la Magie. Mais par contre, la ligue professionnelle de Quidditch a été créée en 1676. Donc ça veut dire que la ligue professionnelle de Quidditch a été créée avant qu'il y ait un ministère pour la gérer, en gros. Donc voilà, c'est typiquement... on remarque, c'est pas Sorcier. étonnant pour la société sorcière. Mais voilà, et c'est vraiment... Enfin, pareil, la première... Bon, ça, par contre, c'est pas étonnant que la première Coupe du Monde de Quidditch, elle date du 15e siècle. 1400, je sais plus la date exacte, mais 15e siècle. 1473, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc bon, par contre, que la première Coupe du Monde ait été lancée avant la Ligue professionnelle, ça c'est logique. Ça se passe ça se passe dans la plupart des sports, mais sauf peut-être le football, parce que le soccer, je pense que ça a été professionnalisé très très tôt, avant qu'il y ait le concept de Coupe du Monde. Mais pour les sports qui se professionnalisent au cours du XXe siècle, par exemple, la première Coupe du Monde de rugby, elle date de 87, donc très tard, 1987. Mais voilà, c'est avant la professionnalisation en 95. Donc voilà, un petit parallèle. Mais je voulais peut-être revenir sur ce que tu disais, Panta, sur la pratique du sport à l'école, parce que ça permet de revenir à Poudlard et au Quidditch à Poudlard. Parce que là, pour le coup, comme on disait, effectivement, le sport dans le système scolaire britannique, il a une place vraiment très importante. Mais c'est différent de l'Amérique du Nord, où là, ça a une importance économique en Amérique du Nord, le sport, clairement, pour les étudiants. C'est vraiment... alors qu'en Angleterre, ça peut être le cas, mais il y a moins cette prédominance des bourses, il me semble. Et c'est plus une histoire de culture et de prestige et de valorisation, tout simplement, du sport dans le cursus de l'étudiant et de l'élève. Et
Et à Poudlard, on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas d'aménagement particulier. Ils s'entraînent le soir. C'est pas la majorité des élèves qui pratiquent un sport. À part le Quidditch, on n'a pas d'autres exemples. Bon, après, ils sont pas si nombreux que ça, hein, mais Ils font des bave-boules. Ils font des bave-boules. c'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a le club de duel à un moment qui est lancé. Oui, c'est vrai. Après, techniquement, enfin, même si c'est un détail qui est un peu sur lequel on passe très très vite dans le premier tome, mais il y a quand même les cours de vol qui sont donnés à tous les premières années. Alors, c'est vrai qu'après ce premier cours où Harry se fait repérer, on n'entend plus jamais parler et on n'a plus aucune description d'un cours. Mais il y a quand même ce sous-entendu que c'est tous les premières années qui prennent voilà, cette formation pendant. Alors, Ouais. on ne sait pas du coup si ça continue sur. Enfin, Ouais, a priori, c'est l'équivalent d'un cours de PS. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça donne quand même des. Il y a quand même un créneau qui est réservé au sport. Même si il ne s'entraîne pas au Quidditch, a priori. Enfin, à nouveau, comme on n'a que le premier cours d'initiation, c'est un peu compliqué de voir ce que ça peut donner sur la durée. Mais il y a quand même cette notion de créneau réservé au sport Oui, dans mais le cursus voilà. scolaire. Mais qui est là, le cours de vol, effectivement, ça fait plus penser au cours d'EPS du système français. Ouais. Mais à côté de ça, le sport, voilà, le Quidditch à Poudlard, c'est beaucoup plus important que les rencontres UNSS au collège et au lycée en France, quoi. Oui. Tout le monde s'en fiche des rencontres UNSS en France. Donc c'est les championnats scolaires. Mais alors que là, à Poudlard, tout le monde va voir les matchs. Et donc là, on est beaucoup plus proche, effectivement, d'un engouement de la communauté scolaire qui est effectivement plus culturellement britannique, quoi. Mais Et c'est vrai que par contre, on sait très peu de choses sur les autres écoles. Mais je pense que le cas de Crum est assez intéressant. Mais Ouais. sur Beaubaton, par exemple, on ne sait pas si s'il y a des cours de Quidditch, s'il y a des tournois qui sont organisés, ou s'il y a d'autres sports qui sont. Enfin, est-ce qu'ils apprennent quand même à voler sur un balai ou pas? Sachant qu'on sait que le Quidditch est présent en France, puisque dans le Quidditch à travers les âges, on a des exemples de clubs français connus, notamment les Quiberon, Quaffle-Puncher. Ouais, et puis qu'on a des occurrences de l'équipe nationale française aussi dans les différentes coupes du monde. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a des équipes professionnelles en France que le Quidditch a la même importance à Beaubaton qu'à Poudlard. Non, ça peut être. Peut-être que c'est calqué sur le système français moldu, où en France, tout simplement, les jeunes sorciers vont pratiquer le sport dans des clubs, peut-être. Et qu'il y a plus, du coup, d'équipes jeunes dans les clubs, et pour former les jeunes, des jeunes joueurs au Quidditch. C'est possible, mais pour ça, il faudrait que ils ne soient pas scolarisés en internat, par contre, parce que ça ne marche pas sinon. Ou alors tous les clubs sont autour de Beaubaton. Mais voilà. Dans les Pyrénées, paumées, ça doit être pratique. C'est ça. Bon, remarque, pour pratiquer le Quidditch, comme ça, ils sont tranquilles. Mais, ils sont pas à la vue des gens, c'est parfait. Ça, c'est pas mal. Mais du coup, les périmètres de sécurité. Je voulais revenir sur l'organisation du sport professionnel, justement, comment on devient professionnel au Quidditch, parce que là, pour le coup, c'est mon sujet de thèse, puisque je travaille spécifiquement sur l'apprentissage des jeunes joueurs de haut niveau et leur professionnalisation pendant leurs années lycée. Donc, pendant que, à l'âge auquel les sorciers sont à Poudlard. Et donc, on sait parce qu'on sait qu'évidemment, donc le Quidditch est professionnel et qu'ils recrutent leurs jeunes joueurs en fait à la sortie de Poudlard, puisqu'on a l'exemple d'Olivier Dubois qui intègre juste après Poudlard l'équipe réserve de je ne sais plus quelle équipe. Et de Ginny. Le club de Flagmar, ça, et j'allais dire Ginny aussi. Et Ginny, qui enchaîne. Cho-Chang, non? Cho-Chang, je suis pas sûre. Je sais pas. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, Ginny, oui, c'est sûr.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un système qui est proche de celui qui existe dans le monde anglo-saxon. C'est que les recruteurs vont voir les championnats scolaires, on va dire universitaires, si on considère que Poudlard, c'est à cheval. Mais bon, on va dire, ils vont voir les championnats scolaires pour aller recruter leurs joueurs, enfin, pour leur proposer en tout cas de passer les tests pour entrer dans leurs effectifs pro. Mais du coup, ça veut dire aussi que leur pratique de haut niveau commence en fait assez tard dans nos critères, en tout cas du sport professionnel, nous, d'aujourd'hui. C'est tard de commencer une pratique vraiment intensive professionnelle à 18 ans. Donc ça pose... Il y a pas de... Même si, évidemment, Olivier Dubois et Ginny, pendant toute leur scolarité à Poudlard, ils prennent le Quidditch très au sérieux, ils s'entraînent énormément, etc. Mais ils n'ont pas du tout d'encadrement pour leur préparation physique, pour leurs entraînements, et c'est en totale autonomie. Et donc ça, c'est pas du tout... Il n'y a pas d'entraîneur professionnel à Poudlard, par exemple. Non, c'est vraiment le capitaine, qui souvent, c'est un élève. élève qui est un petit peu plus, qui est même pas forcément le plus âgé, parce que, Non. parce que, mine de rien, on a le cas de Harry qui se retrouve à coacher Katie Bell dans Le Prince de Sang-Mêlé, qui est plus âgé qu'elle, qui joue depuis plus longtemps que lui, Et en ça, le Muggle Quidditch est très proche du Quidditch, puisque la plupart des personnes qui forment, la plupart des coachs des équipes, c'est des self-made men ou women. Qui sont joueurs aussi, c'est surtout Ouais, ça. c'est ça, qui sont joueurs de base et qui... Mais Et ça, qui restent souvent joueurs même après qu'ils soient coach. Enfin, ça, c'est pas le cas de tous, mais en tout cas qui apportent leur expérience du terrain, du coup, en direct, ouais. en direct sur le terrain, ouais. Mais ça vient de la jeunesse du sport aussi. On peut imaginer que si le Quidditch se développe et que notamment il se professionnalise à certains endroits, notamment à l'université, aux États-Unis, etc., j'imagine très bien que dans les prochaines 5-10 années, il y ait des anciens joueurs qui réussissent à se faire rémunérer pour revenir à la fac entraîner des équipes. Mais, Oui, c'est sûr. Oui. Je pense qu'effectivement, il y a aussi un critère d'âge, c'est qu'à l'heure actuelle, les joueurs de Quidditch, c'est une tranche d'âge, 20-30 ans en gros. Du coup, c'est des gens qui jouent encore beaucoup, qui ont aussi toujours les capacités physiques. Et il y a forcément un moment où, de toute façon, en dehors du fait qu'on est souvent sorti du système universitaire ou quoi, il y a les capacités physiques qui ne suivent plus de la même façon. Et quand on en arrivera vraiment là aussi au Quidditch, ça sera peut-être d'autant plus intéressant et nécessaire d'avoir des coachs qui ont l'expérience, mais qui n'ont plus forcément l'endurance qui ne seront que coachs pour les futures équipes. Mais c'est vrai que du coup, c'est d'autant plus étrange que la carrière d'entraîneur à Poudlard n'existe pas, quoi. C'est vrai que Madame Ébine, c'est un peu un poste de planqué, hein, mine de rien. Elle a que des cours aux premières années, a priori, et elle arbitre quelques matchs. Oui, mais comme elle est toute seule, elle pourrait pas être coach des équipes, parce que... Non. Ce serait non, mais après, c'est vrai que sans être coach sur l'aspect stratégique, elle pourrait toujours encadrer l'entraînement purement physique. Ou faire travailler, on sait qu'on a... Il y a un moment, c'est Olivier Dubois qui leur fait travailler la roulade du paresseux, donc qui est une des figures qu'ils peuvent faire. Et ça, on peut imaginer que ce genre de figure, il y ait un programme aussi qui soit établi par... Ouais, sauf que le physique rejoint très souvent le stratégique, et que si Dubois fait travailler la roulade du paresseux, c'est pour une utilisation précise dans son idée stratégique de l'équipe. Et que donc il y aurait toujours un parti pris dans le fait d'avoir un seul coach, même uniquement physique, pour les 4 équipes, parce que il n'y a pas que du physique. Derrière le physique, il y a le stratégique qui rentre en compte. C'est vrai. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, c'est vrai qu'on a quand même l'exemple, du coup, qui n'est pas à Poudlard, mais de Krum, qui est en même temps
joueur de très haut niveau puisqu'il est international et étudiant. Alors on ne sait pas hein, s'il est professionnel, en même temps s'il gagne des sous pour jouer avec l'équipe de Bulgarie, mais bon, on suppose que oui, puisque si c'est un sport professionnel et que les joueurs professionnels participent à la Coupe du Monde, a priori, ils sont rémunérés, quoi. En général, ça se passe comme ça. Donc, on peut imaginer donc, que Crum du coup, est en même temps joueur professionnel et étudiant. Et donc ça existe hein, évidemment dans le monde moldu. C'est, en tout cas, en rugby, c'est ce qu'on a, mais dans le foot aussi, c'est ce qu'on appelle les contrats espoirs, qui sont en fait les premiers contrats pro des joueurs, où en fait ils ont un salaire qui peut même être très élevé dans le cas des footballeurs, mais où ils ont quand même encore l'obligation de suivre une formation scolaire, universitaire, enfin une formation hors sport pour passer un diplôme. Voilà, ils doivent préparer un diplôme en dehors de leur carrière de sportif et qui est à la charge de leur employeur en fait. C'est à la charge de leur employeur, donc de leur club, de s'assurer de permettre aux joueurs de suivre en même temps leur formation en dehors, enfin non sportive, extra sportive quoi. Donc est-ce que Crum est dans ce cas-là probablement, mais on n'a pas d'exemple à Poudlard quoi. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est tous après qui se. Ouais. Il n'y a pas d'opportunités qui sont proposées. Enfin, on sait qu'à nouveau, Charlie Weasley, il a eu une opportunité, mais c'était a priori aussi une fois diplômé, quoi. Il n'y a pas cette notion de. Mais encore une de fois, vie en même temps, quoi. Voilà, ça serait pas compatible avec quoi que j'allais dire, c'est pas compatible avec un quotidien d'internat, mais en fait si, parce que moi, mon terrain, il se passe en fait dans des pôles espoirs où ils sont pas professionnels encore les jeunes, mais où du coup ils sont en internat toute la semaine au lycée et rentrent en fin de semaine dans leur club pour faire les compétitions le week-end dans leur club. Donc l'équivalent en Quidditch à Poudlard, on pourrait imaginer qu'il y ait un petit aménagement effectivement où le club qui veut recruter le jeune joueur le récupère en fin de semaine et donc le joueur quitte Poudlard le vendredi pour aller faire l'entraînement du vendredi et les matchs du week-end avec le club de Quidditch et revenir le dimanche soir ou le lundi matin à Poudlard. Techniquement, ce serait totalement faisable vu les moyens de transport sorciers, mais ça n'existe pas. Donc, en tout cas, on n'a pas d'exemple. Mais une évolution potentielle. Ou une fanfiction à écrire pour imaginer la vie des jeunes joueurs de Quidditch espoir. Donc je sais pas si on veut parler un peu de mondialisation et de culture locale ou est-ce qu'on passe directement, parce qu'on a déjà un petit peu parlé comme avec les États-Unis tout ça, donc peut-être qu'on peut passer vite. Je voulais juste mentionner un petit exemple, encore une fois d'un petit clin d'œil de J.K. Rowling qui, quand elle parle de diffusion mondiale du Quidditch, du fait que le Quidditch a eu quand même du mal à s'implanter en Amérique du Nord à cause de la concurrence avec le quadpot, qui est un dérivé explosif du Quidditch et qui est là clairement un clin d'œil appuyé au fait que traditionnellement l'Amérique du Nord a développé ses propres versions de sport qui existaient déjà auparavant, mais ils en ont fait leur propre version américaine et que en général c'est ces versions-là qui se sont développées en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Canada, plutôt que les versions importées de l'Empire britannique. Donc notamment, encore une fois, si on parle du rugby, c'est la variante football américain qui est en fait un résultat d'un mix entre le soccer et le football, le football union, comme ils disent, et le rugby football. J'ai même trouvé des exemples où en fait c'est tout simplement des écoles américaines et canadiennes, enfin nord-américaines, qui se rencontraient et qui chacun pratiquait leur propre football. Parce que c'était au 19e siècle, donc il y avait différentes règles. Et en fait, pour jouer ensemble, ils décidaient, première mi-temps, de jouer la règle de l'un et deuxième mi-temps, la règle de l'autre.
Et puis au bout d'un moment, ils ont décidé de faire un peu un mix et de fil en aiguille, ça a donné le football américain. Voilà. On peut jamais rien faire comme tout le monde. Et du coup, ça, dans le monde sorcier, on a le quad pot. C'est ça. Et dans le monde moldu, on a le quad pot. Puisque en 2012, certains ont essayé d'adapter le quad pot au monde moldu et ont créé des règles pour pouvoir jouer en tant que moldu, mais ça a beaucoup moins pris que le Quidditch. Bizarrement. Voilà. Mais ça existe, et donc si vous voulez faire une partie de quad pot un jour, c'est possible, c'est assez simple, hein, il suffit je sais plus combien de joueurs, et 6 De joueurs. jouer avec une bombe qui peut exploser à tout moment. Et bizarrement, tous ceux qui s'y sont essayés ne sont plus là pour en parler. Donc, Alors, dans le monde moldu, on appelle ça un minuteur. Alors, je suis obligée de dire que la Gazette ne cautionne pas la pratique. La pratique du quad pot avec une bombe. On Non, vous mais- déconseille de reproduire ça chez vous. Donc voilà, mais donc c'est assez amusant de se dire que voilà, parce que le quad pot, mine de rien, les fans d'Harry Potter, enfin, sauf ceux qui ont lu le Quidditch à travers les âges, il y en a peu qui le connaissent. Ouais. Mais du coup, voilà, dans les joueurs de Muggle Quidditch, il y en a peu qui connaissent le quad pot également. Bon, du coup, on voulait quand même. Je pense que c'était important de parler d'un dernier point du Muggle Quidditch et du Quidditch et du Muggle Quidditch qui en font quand même des sports assez exceptionnels. C'est leur mixité et leur inclusivité. Puisque déjà, donc, si on parle du Quidditch sorcier, c'est un sport qui, a priori, depuis les origines, a toujours été mixte. Donc là, pour le coup, j'ai pas trouvé d'équivalent de sport d'équipe professionnelle mixte. Puisqu'évidemment, il y a des sports, il y a des pratiques mixtes où, par exemple, on peut faire des doubles mixtes au tennis et dans plein d'autres sports d'affrontement où, du coup, c'est équilibré, un homme et une femme dans chaque équipe. La seule discipline, hein, là, pour le coup, individuelle, qui a toujours, enfin, ou qui en tout cas est depuis très longtemps mixte et où c'est exactement les mêmes compétitions, enfin, les hommes et les femmes participent aux mêmes compétitions, c'est l'équitation. Il n'y a pas de distinction de catégorie féminine ou masculine. Et dans les sports non olympiques, on peut citer les sports automobiles. Alors ça, c'est peu connu, mais oui, les courses automobiles sont ouvertes aux femmes, même s'il n'y en a quasiment pas. Mais il n'y a pas de catégorie féminine pour les sports automobiles. Pareil pour les courses nautiques, même si les filles sont très minoritaires. Et on peut quand même noter la pétanque, qui est aussi un sport mixte. Donc, il n'y a pas de catégorie spécifique masculine ou féminine. Mais ce n'est pas le cas du Quidditch, et y compris du Muggle Quidditch. Donc, Avant de partir là-dessus, moi je rajouterais quand même le korfball, qui est un jeu, qui est un sport qui se pratique principalement au Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, il me semble, qui est un sport mixte, mais qui n'est. Enfin, on reviendra sur la différence avec le Quidditch après, qui se joue avec 4 filles et 4 garçons par équipe, et qui a la particularité. oui, continue. Qui a la particularité en fait de se jouer en deux moitiés de terrain. Donc une moitié de l'équipe est toujours dans la moitié offensive et l'autre moitié de l'équipe toujours dans la moitié défensive. Donc c'est mixte, les équipes sont mixtes. Il y a un nombre fixe de genres par équipe. Mais contrairement au Quidditch, cette mixité n'est vraiment que, on va dire, théorique, puisque une fille ne peut défendre que contre une fille et un garçon ne peut défendre que contre un garçon. ouais, c'est pas de la... Voilà, et donc que ça constitue une faute de défendre contre quelqu'un du genre opposé. Mais techniquement, le sport est mixte et
les deux genres travaillent ensemble. Mais du coup, ça reste une différence, enfin, dans la mesure où on parle de deux genres. Ouais. Enfin, C'est binaire. C'est une ça. vision Ouais. binaire du genre. Mais je pense que Qui- dans les sports mixtes, on peut évoquer aussi le kinball, qui a au moins une de ses versions qui est mixte, et l'Ultimate Frisbee aussi, qui a priori Ouais. une version, enfin, Oui, même, après, il y a plein de sports qui ont des versions mixtes, mais où du coup, c'est des catégories à part de la binarité, comme tu disais, sinon des catégories et aussi des quotas, puisque c'est aussi une spécificité du Quidditch, en tout cas sorcier, vous nous direz ce qu'il en est du côté moldu. Mais on sait que, voilà, il peut y avoir, enfin, tout le monde est dans la même catégorie et il peut y avoir des équipes 100% féminines. A priori, du coup, on voit pas pourquoi il y aurait pas des équipes 100% masculines qui peuvent s'affronter, quoi. C'est pas et on peut y avoir une fille comme il peut y avoir un seul garçon. Enfin, c'est pas. Notamment dans les équipes de Poulard, on a plusieurs exemples, parce qu'on sait Ouais. que l'équipe de Serpentard, en tout cas dans les premières années, ce ne sont que des garçons. Ouais. On sait que Cho Cheng, en tout cas sur l'année du Prisonnier d'Azkaban, c'est la seule fille de son équipe. Alors que l'équipe Gryffondor, on a toujours plutôt au moins 3 filles, genre il y a 3 poursuiveuses qui sont là, en tout cas sur les 3 premières années. Et après, elles sont quand même remplacées par des joueuses. Même si la répartition n'est pas forcément exactement la même, mais il y a quand même il y a des répartitions très différentes dans les équipes de Poudlard, en tout cas, déjà. Et donc le Muggle Quidditch, alors? Ben, tu n'auras pas cette répartition dans le Muggle Quidditch, puisque le Muggle Quidditch impose un quota d'un maximum de joueurs d'un même genre, quel que soit son genre, puisque justement la particularité du Muggle Quidditch, au-delà du fait que c'est un sport de contact mixte, qui déjà est une différence assez Ouais. notable par rapport à beaucoup d'autres sports mixtes, puisque là, les contacts sont autorisés entre les filles et les garçons et au-delà. Et ben c'est aussi un sport qui reconnaît donc les genres non binaires, donc qui ne s'arrête pas à filles ou garçons et qui va aller, qui reconnaît les agenres, les transgenres selon le genre qu'ils ont choisi et, et voilà. Hein, les non-binaires, les genders fluides, c'est ça. Voilà. C'est vraiment non-binaire dans le sens le plus large possible et transgenre dans le sens le plus large possible, puisque transgenre ne veut pas dire uniquement homme ou femme. Voilà. Ça peut être justement agenre, un agenre est techniquement un transgenre. Mais donc avec un système de quotas, puisqu'on ne peut pas avoir 4 joueurs d'un même genre sur le terrain en même temps. Donc les équipes se doivent d'être mixtes, quoi qu'il arrive. On ne pourra pas avoir une équipe 100% féminine ou quoi, puisque ils ne pourraient pas jouer avec plus de 4 joueurs. Donc c'est comme ça que la règle a été mise. Donc sur les 7 joueurs sur le terrain en permanence, il y en aura 4 maximum d'un même genre. Et puis voilà. Ouais, donc Je pense. ça c'est quand même quelque chose d'assez important. Je pense que le Quidditch, que le Muggle Quidditch défend aussi, parce que c'est pour avoir. J'ai déjà eu l'occasion de voir des présentations d'étudiants, de jeunes chercheurs sur justement cette question-là de la binarité dans le sport et voilà aussi la domination du modèle voilà, binaire et aussi hétéronormé quand même. C'est quelque chose qui est très très majoritaire dans le sport et du coup ça devient presque un engagement militant du Muggle Quidditch de défendre cette inclusion, cette inclusivité de non-binarité. Ouais. C'est inévitablement lié au fait, à l'âge du sport aussi, parce que, voilà, il est né, avec à une époque où justement c'est plus tabou,
cas plus la même façon qu'avant de parler de personnes à genre, de personnes non binaires, de personnes. Enfin, on a on a commencé à comprendre que c'était pas justement binaire comme ça, et je pense que du coup le sport a pris en compte tous ces éléments dès le début ou presque, et c'est sûr que c'est d'une certaine manière plus difficile pour des sports qui sont établis depuis très longtemps, mais après il y a quand même une certaine mauvaise volonté de la part de beaucoup d'institutions sportives, voilà, qui veulent pas reconnaître Après, le genre de certaines personnes transgenres, etc. Après, il faut voir aussi comment ça évolue sur la durée. Parce que donc, bon, le Quidditch se positionne comme ça, et c'est une très bonne chose. Mais bon, il faut voir aussi déjà dans certaines équipes qu'on va pas citer, euh, les... la binarité reprend un peu ses droits dans le sens où des joueuses vont être sous-exploités parce que les garçons ne veulent pas jouer avec elles parce qu'il est trop moins physique ou quoi, et donc on va les avoir sur le terrain juste pour remplir un quota et sans les exploiter derrière. Ça se voit déjà dans certaines équipes, ce qui est assez triste justement, et donc il faut voir à quel point ça va continuer sur la durée, et si une attends, Professionnalisation, ouais. merci. Une professionnalisation du sport ne va pas lancer une binarisation pareille, de se dire ben, on a plus de joueurs, on a plus de trucs, et est-ce que il y a un jour on va pas passer à refaire des équipes de Quidditch 100% garçons, 100% filles, ce qui serait un vrai retour en arrière au niveau de la société, mais moi qui me semble malheureusement pas totalement dépourvu enfin, dépourvu de possibilités. Surtout qu'il me semble que à l'heure actuelle, c'était même, en tout cas pendant un moment, il y avait des questions sur le fait que c'était potentiellement un critère pour être reconnu comme sport Voilà. officiel. C'était qu'il n'était pas possible d'opérer au-delà des barrières de genre habituellement appliquées dans de nombreux sports. Voilà, comme en matière de sport olympique et autres, euh, ça reste très cadré pour l'équilibre des compétitions hommes-femmes dans pas mal de choses, qu'en matière pour être reconnu par un gouvernement en tant que sport autorisé au niveau national, il y a des obligations qui font qu'il y a potentiellement des freins institutionnels en fait à ce développement et à cette pratique. Ouais, mais après, comme toute pensée un peu passéiste et tout ça, c'est aussi au sport et aux joueurs, je pense, de tenir leur ligne et de pas céder justement pour rentrer dans le moule, et pour défendre justement là aussi la modernité du sport dans ce sens-là. Et c'est pas parce que les institutions poussent un retour en arrière il faut rentrer dans le trou, quoi. C'est, Oui, mais enfin, la Mais question est, est-ce que tous les joueurs vont le c'est défendre? ça, c'est ça, oui, c'est non, bien sûr, pas... je comprends, mais je comprends bien que c'est la question, mais voilà, j'ose espérer qu'il y a suffisamment de gens Qui tiennent à cet aspect du qui ont sport? envie, c'est ça, de défendre cet aspect du sport qui est quand même unique dans le monde sportif, voilà, pour faire en sorte que ça disparaisse pas, ou que ça devienne pas voilà, une sous-catégorie du Quidditch, quoi, où il y aurait Quidditch 100% homme, Quidditch 100% femme et Quidditch mixte, quoi. Et je trouverais ça dommage de pas garder Ouais. cette spécificité qui est ultra importante. Pour- Bah, c'est sûr que c'est en tout cas quelque chose qui... Et puis je pense, d'après les quelques témoignages que j'ai pu voir passer, que ça a été que c'est aussi un critère d'attractivité du sport, justement, du Muggle Quidditch, parce que là, tout ce qu'on a dit, je pense que ça a suffi pour tout le monde pour se rendre compte que voilà, le Muggle Quidditch a dépassé largement, comme on l'a déjà dit, la référence à Harry Potter, et elle poursuit sa propre évolution. Mais du coup, il y a des sportifs qui arrivent au Muggle Quidditch, pas forcément parce qu'ils sont des Potterheads. Et notamment, cette attractivité inclusive peut être aussi
une raison en soi pour quelqu'un de non-binaire de trouver sa place dans une pratique sportive. Donc c'est comme l'est par exemple le roller derby, pas mal pour des filles ou des non-binaires qui cherchent une place dans un sport de contact, un sport assez physique. Donc je pense que c'est une force attractive, mais qui en face aura à affronter d'autres forces attractives économiques qui ne sont pas négligeables, quoi. Donc, parce que qui dit institution dit sous. Donc, à partir du moment où il y a une volonté de développement qui a besoin de support institutionnel pour se développer économiquement, malheureusement, ça va pencher aussi dans la balance. Donc, à voir comment la balance va pencher et si ça va aboutir à une scission ou à un compromis. On verra, quoi. Mais c'est très intéressant tout ça. Mais je pense que du coup c'était une bonne conclusion. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le Quidditch, le Muggle Quidditch, l'histoire du Quidditch, le rugby. Moi je pense que c'est peut-être la bonne occasion pour quand même parler de la Coupe de France rapidement, dire qu'il y a une Coupe de France de Quidditch qui va avoir lieu le mois prochain dans l'Est de la France, où tous les clubs français reconnus par la Fédération française vont s'affronter. Donc c'est toujours une bonne occasion si vous êtes dans la région, c'est du côté d'Épinal, alors j'ai pas la ville précise, mais c'est dans la région d'Épinal. Si vous êtes dans la région et que vous voulez aller voir le Quidditch français en live, c'est la bonne occasion de le faire. Dans la foulée, il y a aussi la Coupe de Belgique qui se prépare. Là, j'ai pas la date. Alors juste la Coupe de France, tu précises, parce que tu dis le mois prochain, mais ça sera... La Coupe de France, ce sera les 29 février et 1er mars. Ok, donc juste après la diffusion de cet épisode, normalement. Voilà, à Golbey. Dans le 88. Dans le 88. Voilà. Et la Coupe de Belgique. De Belgique, je trouve pas la date. Je sais pas si elle a déjà été diffusée. En tout cas, c'est chaque année, plutôt dans les alentours de fin mars. Au moment, probablement, on pourra communiquer la date avec l'épisode quand il sortira en février, mais... Et plus encore important, c'est la Coupe d'Europe. L'EQC, l'European Quidditch Cup. Donc, qui est la Coupe d'Europe des clubs. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi une Coupe d'Europe des nations qui se déroule là un an sur deux. C'est ça. Oui, un an sur deux. Là, la Coupe d'Europe des clubs qui aura donc lieu à Gand, donc en Belgique, pas loin de la frontière française. Donc assez facile d'y accéder aussi. Du moins pour la division 1, puisque la Coupe d'Europe des clubs est divisée en 2 divisions depuis 2 ans. 2 ans maintenant. Oui, et qui aura surtout lieu le 2 mai. Voilà. À Gand. Le 2 mai à Gand, donc c'est le top des équipes européennes qui vont s'affronter. C'est toujours l'occasion de grands matchs. Et dans la foulée, non, plus tard sur l'année, on a aussi la Coupe du Monde quand même qui a lieu cette année, qui aura lieu aux États-Unis début juillet. Donc là, c'est peut-être plus difficile d'aller y faire un tour pour voir, juste pour faire l'aller-retour pour aller voir l'événement. Mais ce sera évidemment rediffusé sur YouTube en direct et nous on en parlera très certainement. Et ce sera l'occasion de grandes rencontres aussi où quand même les équipes nationales du coup là s'affronteront avec les États-Unis qui sont champions du monde en titre et donc qui seront sur leur terre pour la Coupe du Monde qui compte bien avoir un double titre. Mais les équipes européennes qui sont loin d'être en reste puisque la Belgique était deuxième l'année passée, la France était sixième un peu en dessous mais être quand même une des équipes en forme dans le niveau européen. La Turquie l'Australie aura sans doute envie de récupérer l'Australie qui était championne il y a 4 ans, voilà. Et la Turquie qui est une équipe actuellement montante à vitesse grand V qui se développe très très fort, notamment on fait un petit point en retour grâce aux universités là dans ce cas-là, puisque le système universitaire turc met plus en avant le sport et donc c'est les universités turques qui ont beaucoup d'équipes et qui
qui développent beaucoup le Quidditch là-bas. Et donc voilà, la Coupe du Monde aux États-Unis cet été va être très très intéressante à suivre. Bon bah voilà, le point actualité sportive d'Aspic. Je pense que nos auditeurs ne s'attendaient pas à ça, mais mais je suis vraiment très très contente qu'on ait fait cet épisode et n'hésitez pas, chères auditrices et auditeurs, à nous dire ce que vous pensez de ce genre de sujets peut-être plus originaux que nos analyses littéraires qui sont tout aussi passionnantes et on va vite y revenir, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont restés, qui n'ont pas osé sortir de la bibliothèque. Mais vous inquiétez pas, on arrive avec plein de livres pour le prochain épisode normalement. Juste, si vous voulez vous renseigner sur le Quidditch en France, vous avez le site de la Fédération de Quidditch français, donc quidditch.fr, qui recense toutes les équipes existantes. Donc vous pouvez peut-être trouver une équipe près de chez vous. Voilà, et bah du coup, merci beaucoup à Pantalémon et à Gizmo d'avoir été nos invités sur cet épisode. Nos consultants Ouais. en Quidditch. On espère que ça vous a plu, on espère que vous avez appris des choses avec cet épisode. Vous pouvez contacter l'équipe Aspic sur la page Facebook l'Académie des Sorciers, sur Twitter aspic_GDS, par mail rédaction@gazette-du-sorcier.com. Donc vous pouvez retrouver les épisodes sur iTunes, SoundCloud, sous le nom Les Podcasts de la Gazette. Et on est aussi sur la plupart des applications de podcast. Et vous avez les épisodes également sur YouTube en différé. Voilà, donc on remercie Caligula qui a composé le générique d'après les thèmes de John Williams et Patrick Doyle, et Salem qui s'occupe de tout ce qui est technique et graphisme. Donc à très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des Sorciers. Et chers auditeurs, n'oublie pas... Passe ta vue d'abord.